Un syndicat accrédité par le Tribunal du travail a l'obligation principale d'assumer correctement le mandat de négocier un écrit établissant les conditions de travail, la convention collective, et de s'assurer qu'elle est bien appliquée par l'employeur. Quand on prend le premier texte de convention négocié ici à Trois-Rivières, bien, on réalise que, bon, la situation ne permettait pas qu'on ne reparte pas à zéro, là. Parce qu'en créant l'Université du Québec, on associait l'École normale Maurice-Duplessis, le CEU. Il était clair de cette situation-là, au moment de la création de l'Université du Québec, que les ententes convenues entre les professeurs du CEU et le CEU, puis les ententes convenues entre l'État du Québec et les professeurs de l'école normale ne pouvaient pas perdurer parce que tous ces gens-là étaient intégrés dans une nouvelle entreprise qui s'appelait l'Université du Québec. Les professeurs se regroupent rapidement pour redéfinir les conditions de travail qui leur seront accordées à l'UQTR. À diplôme et expérience égale, un professeur du CEU pouvait gagner 9 000 $, alors que celui d'une école normale, seulement 6 000 $. Quand je suis arrivé en 67, le salaire de l'école normale d'un professeur régulier était de 6 000 $. Les professeurs du CEU avaient des contrats individuels négociés personnellement avec la direction, alors assumée par l'abbé Gilles Boulet, qui deviendra le premier recteur de l'UQTR. Ces professeurs décident de former une association bona fide et invitent les professeurs des écoles normales à se joindre. Ces derniers étaient jusque-là couverts par une convention collective dûment négociée par le syndicat des professeurs de l'État du Québec après plusieurs années de négociations. Le protocole de transition convenu avec le gouvernement le 12 août 1969 stipule que leur salaire ne pourra pas être inférieur à celui convenu antérieurement et qu'ils ont un droit acquis de retourner dans la fonction publique après une année à l'université. Disons, les profs de l'école normale étaient blindés bien dur. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs choix qui avaient été négociés dans la convention collective de transition. Soit que le prof s'en allait au cégep, s'il voulait, soit qu'il s'en allait à l'université, soit qu'il s'en allait ailleurs, dans la fonction publique, ou soit qu'il retournait aux études. Il y avait une garantie d'emploi parce qu'au bout de 2 ans, tu étais permanent à l'école normale. À la création de l'Université du Québec, aucune université n'avait de syndicat accrédité. Leurs conditions de travail s'inscrivaient plutôt dans une organisation de nature communautaire avec une hiérarchie plus proche de celle des ordres religieux que de celle de l'industrie. Le premier texte précisant les conditions de travail des professeurs est signé le 15 juillet 1970 entre la direction de l'UQTR et les représentants de cette association bona fide, qui venait d'acquérir le statut de syndicat professionnel. Il reflète une gestion fortement décentralisée et des relations fondées sur une hiérarchie plus académique qu'administrative. L'échelle de traitement expose essentiellement que les salaires des professeurs découlent des diplômes obtenus et des années d'expérience. À ce moment, le premier grade obtenu permettait une possible implication dans la formation des nouveaux étudiants sous le statut d'enseignant à la leçon. Les professeurs de l'UQTR issus du CEU étaient plutôt engagés dans ce modèle d'organisation. Ceux issus de l'école normale avaient déjà été initiés aux relations avec une direction patronale en négociant avec le gouvernement. La rencontre obligée de ces deux modèles de définition des conditions de travail, l'individuel et le syndical, par la fusion des divers milieux, sera à la base des tensions entre les nouveaux collègues quant au rapport à établir avec la direction. Les comités des deux bords étaient comme occupés, les chaises étaient occupées par d'anciennes chambres du département des lettres, qui, au fond, s'accordaient entre eux autres. Comme ils avaient négocié leur salaire de personne à personne avec le recteur, puis les conditions n'étaient pas nécessairement pareilles d'une personne à l'autre. Eux, ceux qui avaient des bonnes conditions, qui avaient négocié avec Boulet, tenaient pas tellement à avoir un syndicat.
Il y avait un document mentionné comme première convention, mais c'est un document qui date d'avant l'accréditation. Et au terme du Code du travail, on ne peut pas négocier une convention collective si on n'est pas accrédité. Le premier texte convenu, bien que n'ayant pas la valeur juridique d'une convention collective, illustre bien la dominance encore présente de l'organisation universitaire traditionnelle. Le département gère lui-même la tâche des professeurs et celle de toutes les personnes qui y sont intégrées comme les secrétaires, les auxiliaires et les chargés d'enseignement à la leçon, et ce, sans aucune autre approbation de la direction. L'Assemblée départementale attribuera aux professeurs un maximum de 4 cours par an répartis sur les sessions automne et hiver. Pendant ces sessions, les autres tâches du professeur ne pourront accaparer plus d'une demi-journée de sa semaine de travail de 5 jours ouvrables. La recherche structurée, autre que celle que tout professeur est réputé effectuer à la session d'été, peut tenir lieu d'enseignement et donc réduire le nombre de cours à dispenser. Pour les cours payés à l'unité, un salaire minimum de 1 000 $ concerne principalement les chargés d'enseignement. Puisque les étudiants ont tous un tuteur, le professeur est tenu de participer à cet encadrement. Les fonctions de direction ne peuvent lui être imposées. Durant la session d'été, le professeur aura droit à 1 mois de vacances, soit 20 jours ouvrables, et il occupera le reste de son temps pour effectuer une recherche visant principalement la mise à jour de ses connaissances. S'il se qualifie pour un perfectionnement visant un nouveau diplôme, il pourra bénéficier d'une bourse d'études attribuée par un comité conjoint. Le ou la professeure, ses enfants et son conjoint n'auront pas à payer les frais de scolarité s'ils s'inscrivent à un cours de l'université. Les ententes individuelles sont toujours possibles, ce qui reflète une conception de la promotion fondée sur l'évaluation discrétionnaire de la direction qui s'en sert notamment pour attirer des volontaires dans les postes de direction. Près de 10 mois suivant l'accréditation du 8 février 1971, la première véritable convention collective est signée le 23 décembre 1971. À la surprise de tous, Alphonse Riverain signe aussi pour l'Université du Québec. La comparaison des textes de juillet 1970 et de décembre 1971 révèle une rédaction juridiquement plus prudente. L'employeur a évidemment bien compris l'effet plus contraignant du texte convenu avec un véritable syndicat. Par exemple, plutôt que d'y lire que le directeur du département est choisi par et parmi les professeurs du département, on lit qu'il est un professeur qui remplit ses fonctions, lesquelles sont définies par règlement. La gratuité du stationnement est remplacée par un énoncé moins explicite. L'université maintient sa politique d'autoriser les professeurs à stationner selon les règlements de l'université. Plusieurs éléments du premier texte sont maintenus. La tâche est toujours de 4 cours par année, plus une demi-journée pour les autres tâches. Si le professeur fait de la recherche autre que celle prévue pour la session d'été ou s'il accepte une fonction administrative avec l'accord du vice-recteur, il pouvait être exempté partiellement ou même complètement de sa tâche d'enseignement. C'est encore l'Assemblée départementale qui définit les règles de répartition des tâches des professeurs et aussi des autres personnes qui sont affectées au département. Dans cette première convention, il n'y a pas encore de disposition concernant l'embauche et l'évaluation des professeurs, hormis le fait qu'on y inscrit clairement que l'université applique le règlement relatif aux critères pour la classification académique, l'évaluation, l'avancement et la promotion du professeur. Ce règlement fait référence à celui que l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec avait adopté. Bien que cela indique que l'Association des professeurs de l'UQTR acceptait de se soumettre à ce règlement, certains professeurs contestaient vigoureusement cette gestion réglementaire de leurs conditions de travail. La convention telle qu'elle était vraiment... c'était un torchon. Un torchon digne d'un syndicat de politique. À la CSN, on est plus que jamais convaincu que la réforme de l'éducation émanant du rapport parent, substituant l'État à l'Église, créait un nouveau patron non moins redoutable, ce qui commandait des actions concertées et syndicales des universitaires. À la suite des efforts de concertation entre les associations de professeurs du réseau de l'UQ, à Trois-Rivières, on décide finalement de joindre la CSN où se trouve déjà le SPUC.
Cette concertation explique que les négociations de 1974-1975 et de 1976-1977 produiront finalement un texte de convention très similaire à celui des professeurs de l'UQAM. Dans cette convention, les articles sur la répartition des postes, l'embauche et l'évaluation des professeurs ont été introduits. Les critères d'embauche sont déterminés par le conseil d'administration et les critères d'évaluation sont établis par l'assemblée départementale, mais devront être approuvés par le vice-recteur. C'est la commission des études qui établit la politique d'ouverture de postes. Cette première convention sous bannière CSN prévoit que la fonction du professeur sera constituée de 5 éléments avec des descriptions visant l'exhaustivité. La tâche d'enseignement est toujours de 4 cours, mais on ne mentionne plus que les autres tâches ne peuvent représenter plus d'une demi-journée par semaine. Pour la première fois, il est exigé que les tâches des professeurs soient approuvées par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. La direction pédagogique reste optionnelle et génère des dégagements pour le département qui adopte des règles de répartition de tâches, mais le fait conformément au règlement de l'université. Les échelles de traitement sont bien définies, ainsi que les modalités d'intégration des nouveaux professeurs. Elles ne sont pas liées avec l'indice des prix, mais on mentionne qu'un montant forfaitaire y sera ajouté advenant que le gouvernement ajoute au financement de l'université en relation avec cet indice. Sur le plan de la gouvernance, il est précisé que c'est le syndicat qui gérera les modalités d'élection des représentants des professeurs à la commission des études et au conseil d'administration. La commission pourra arbitrer les différends possibles entre le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et les décisions d'une assemblée départementale. Une liste de chargés de cours est constituée par l'assemblée départementale. Le syndicat obtient un dégagement partagé entre 2 professeurs. Les modalités d'obtention des perfectionnements et des sabbatiques sont clairement établies. Un congé de maternité de 2 mois à 2/3 du salaire est alloué. Aussitôt signé, une autre négociation allait devoir reprendre puisque la convention avait une durée de seulement 13 mois, prenant fin en juin 1976. Une nouvelle convention est signée le 11 mars 1977. Elle inclura l'ajout des derniers éléments qui compléteront la métamorphose du texte, notamment l'ajout de 6 dégagements annuels pour les officiers du syndicat et l'exemption de toute tâche d'enseignement pour 2 représentants lors de la négociation. Un plancher d'emploi est prévu et les échelles de traitement prévues seront indexées selon l'indice des prix. L'inflation est alors galopante. La première mouture du plancher d'emploi repose sur la capacité d'enseigner des professeurs qui sont sur place, excluant les congés et les dégagements. Pour l'automne 1977, on le fixe à 61 % de la commande d'enseignement, à 64 % pour 1978 et à 67 % pour 1979. Si ces cibles ne sont pas atteintes, la direction promet d'ouvrir des postes pour l'année suivante. Ce sujet sera une préoccupation dans toutes les négociations subséquentes. Les salaires seront pratiquement toujours exclus des discussions puisque la masse salariale des professeurs est toujours financée suivant les politiques salariales du gouvernement. Après avoir consolidé des finances qui étaient très déficientes au moment de quitter la CSN en 1977, le SPUC-TR a pu ajouter des ressources à son secrétariat en janvier 1982 puis en novembre 1988. De nombreux griefs furent déposés par le syndicat pour le non-respect du plancher d'emploi. Griefs gagnés année après année, sans effet véritable. Le correctif prévu à la convention liant les arbitres, la promesse d'ajouter des postes, remettait toujours à l'année suivante l'atteinte des cibles convenues. Cette lacune sera subséquemment corrigée par négociation, mais les cibles seront révisées à la baisse et se situeront autour de la moitié de la charge d'enseignement. Bien que l'arbitre Lucier, une fois saisi du dossier et la cause entendue, nous a dit dans sa décision, je suis très sympathique, effectivement, il ne respecte pas le plancher d'emploi, mais je ne peux rien faire parce qu'au moment où je vais appliquer le remède, le problème n'existe plus. Ce qui a fait en sorte que, aux relations de travail, au syndicat, notamment vous, on va commencer à faire bouger les règles du jeu pour rendre la notion du plancher d'emploi plus simple, d'une part, une date donnée, au mois de septembre, d'une année
académique, un nombre de professeurs, et si on n'avait pas le nombre, il fallait que les affichages soient faits immédiatement ou dans un délai, là, je ne me rappelle plus trop, très court à partir du moment où l'employeur, nous donnant ces chiffres, on constatait qu'il ne le respectait pas. Le combat du SPUC à l'UQAM pour que les directeurs de département soient maintenus dans le syndicat entraînera des répercussions dans toutes les constituantes de l'UQ. En repoussant ainsi la frontière patronale, les professeurs des UQ ont vraisemblablement été les premiers au Québec à créer des unités autonomes de travail dans un milieu syndiqué et sont encore les seuls dans cette situation. Dans les universités plus anciennes, les directeurs sont exclus de l'unité d'accréditation le temps de leur mandat lorsque les professeurs de ces universités se syndiquèrent. Certains y voient une nécessaire présence professorale dans la structure administrative. Toutes les rondes de négociations ultérieures susciteront principalement des discussions concernant le plancher d'emploi, son mode de calcul et les conséquences s'il n'est pas respecté. Reviennent aussi de façon récurrente les discussions concernant le nombre de cours pouvant être imposés aux professeurs. La tâche d'enseignement qui est présentement dans toutes les universités du Québec et autres de 4 cours annuellement. Donc ça, c'est devenu un enjeu parce que l'administration de l'université tentait d'augmenter cette tâche. Les fonctions administratives génèrent des primes et des dégagements qui sont rarement au centre des discussions, mais seront ajustés pour tenir compte du nombre de professeurs dans un département et du nombre d'étudiants dans les programmes. La composante recherche reste le principal levier qui permet aux représentants du syndicat de plaider pour le maintien de la norme de 4 cours. Et la différence entre un chargé de cours et un professeur, c'est que le professeur consacre beaucoup de son temps à la recherche. Parce que depuis des années, le nombre d'étudiants n'arrêtait pas d'augmenter, mais le nombre de professeurs avait plutôt tendance à diminuer. Donc, je pense que n'importe qui voit cette situation peut comprendre que c'est un souci majeur, parce que si on veut rester une université productive et qui fait de la recherche, qui ne fait pas juste qu'enseigner, on ne peut pas se contenter de donner juste des enseignements et de confier la tâche à des chargés de cours. Sur un plan économique, sur un plan financier, c'est sûr que ça coûte moins cher d'engager des chargés de cours que d'engager des professeurs. Mais sur le plan de la recherche, qui est un des piliers fondamentaux de l'université, s'il n'y a pas de profs pour faire de la recherche, on serait juste un grand collège de plus à Trois-Rivières, il y en a quand même plusieurs, et pas une université. Lors des négociations des 13 conventions collectives suivant le texte de 1970, il est devenu évident que les porte-paroles de l'employeur à la table locale de négociation n'avaient pas de réel pouvoir sur la majorité des sujets que le syndicat souhaitait aborder. La définition de la recherche suscitera des précisions sur ce qu'elle est ou devrait être et sur les paramètres pour en assurer le financement. Malgré des efforts de créativité sans fin visant à générer une sorte d'autofinancement, ce financement reste nettement insuffisant. L'enjeu majeur concernant le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche a en effet toujours été hors du champ véritable des discussions. Et pourtant, le sous-financement à la longue a de grandes conséquences sur le monde universitaire et sur les conditions de travail des professeurs. Les universitaires doivent encore plus que jamais consolider leur action, tant au niveau local qu'au niveau national, pour s'assurer que les universités sont financées de façon adéquate et que les chercheurs, professeurs, sont capables de continuer de s'investir comme ils l'ont fait pendant tant d'années dans leur mission de transmettre les connaissances et de repousser les connaissances. Je dirais la caractéristique de presque 100% des professeurs, c'est ça, c'est d'avoir cette passion là, pour leur discipline et vouloir aller plus loin puis repousser les limites de l'ignorance.
semble qu'on a une belle conclusion. Oui, bien, c'était ma dernière ligne. C'était ma dernière ligne, oui. OK.